ont été testés, ils n'étaient pas porteurs du virus. J'aimerais demander pardon d'avoir pris à la légère cette crise. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Andriana-Rissoa. Ils sont une douzaine d'épidémiologistes français avec une mission, remonter le fil des contaminations jusqu'au fameux patient zéro. Une enquête digne d'un véritable polar, on vous explique. Des heures d'interrogatoire, des recherches minutieuses, des hypothèses et à chaque découverte d'un cas antérieur, retour à la case départ. C'est une enquête passionnante qu'ont menée Raphaël Baquet et Ariane Chemin du journal Le Monde. Retrouvera-t-on un jour le patient zéro français ? 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. On va vous expliquer pourquoi c'est important de retrouver ces patients zéro pour comprendre comment le virus arrive. On va voir où en est l'enquête en France, en Chine, et puis aussi ce qu'on a appris des patients zéro des précédentes épidémies, par exemple le SRAS en 2003. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Andriana-Rissoa. L'un des points de départ de l'enquête des épidémiologistes, c'est un vol militaire français parti de Wuhan, le foyer de la pandémie, qui est arrivé en France le 31 janvier et qui rapatriait des ressortissants français. Oui, c'est le premier des 3 vols de rapatriement français. Il a donc eu lieu le 31 janvier. Il a pris des Français de la ville de Wuhan, en Chine, et les a ramenés sur la base militaire d'Istres. Puis de là, ils ont été conduits pour être confinés dans un camp de vacances à Carry-le-Rouet. Mais l'équipage militaire qui avait fait l'aller-retour à bord d'un avion de la République, eh bien, lui n'est pas resté confiné. Il est rentré d'abord à Roissy, où l'avion a été déposé, puis désinfecté par des équipes de la base aérienne de Creil. Et puis cet équipage a simplement été confiné chez eux, apparemment sans avoir été testé. Ensuite, il y a eu jusqu'à 88 cas positifs à l'intérieur de cette base militaire, sans jamais qu'elle soit totalement fermée. D'où les très forts doutes que les enquêteurs ont eus. Et si l'entrée du virus en France, c'était bien ce vol du 31 janvier. Alors, aux toutes dernières nouvelles, les enquêteurs de Santé publique France et de l'Institut Pasteur semblent maintenant avoir trouvé un cas antérieur, un cas qui datait du mois de janvier, ce qui innocenterait, entre guillemets, cet équipage et ce vol du 31 janvier. Mais on en est là, l'enquête se poursuit. En fait, le patient zéro français n'a toujours pas été retrouvé. Et s'il y a eu autant de doutes autour des 88 cas dans cette base militaire de Creil, eh bien c'est que la ministre des Armées, Florence Parly, s'était exprimée dans Télématin le 4 mars, où elle affirmait que tout l'équipage avait été testé. Il est apparu de façon scientifique qu'ils n'étaient pas porteurs. Scientifique, dites-vous. Scientifiques, ils ont été testés, ils n'étaient pas porteurs du virus. Et c'est uniquement plus tard que l'on a appris, grâce à une série d'articles, dont celui du Monde, que l'équipage n'avait pas été testé, ni strictement confiné. Non, pas vraiment confiné, en tout cas, puisque le ministère de la Défense indique que cet équipage n'est pas repassé à la base de Creil en rentrant de Chine, qu'on leur a demandé tout simplement de rester chez eux, mais chez eux, ils avaient des conjoints qui, eux, continuaient à se rendre à leur travail, ils avaient des enfants qui continuaient à se rendre à l'école. On voit bien qu'il n'y a donc pas eu un cordon sanitaire étanche fait autour de cet équipage militaire. Une enquête épidémiologique, c'est un travail de fourmi, puisqu'il faut retracer tous les contacts d'un malade. Et pour l'instant, en France, ça n'a toujours pas donné de résultat. Non, l'enquête va se poursuivre. Elle a été interrompue le 13 mars, parce qu'apparemment, il y a d'autres priorités, mais elle reprendra certainement. Les épidémiologistes veulent toujours savoir d'où ça vient. Donc, c'est une véritable enquête policière avec effectivement des témoignages. On interroge les gens, on leur demande qui ils ont rencontré, qui pourrait leur avoir donné le virus. Puis, il y a une enquête parallèlement qui est scientifique. On travaille sur le génome, sur le virus lui-même, pour voir est-ce qu'il arrive de Chine directement, c'est ce qu'on appelle première génération, ou est-ce qu'il est passé par d'autres malades, d'autres pays, deuxième, troisième, quatrième génération. Enfin bref, c'est une enquête qui se poursuit. Pour l'instant, donc, on ne l'a pas, le patient zéro en France, mais on peut imaginer qu'on l'aura parce que, par exemple, si vous prenez l'épidémie du SRAS en 2003, eh bien, on a fini par tout savoir. Le patient zéro, c'était un vendeur de crevettes de Canton. Il a été hospitalisé, il a contaminé plusieurs personnes à l'hôpital de Canton. Un de ses médecins, qui était pourtant déjà malade, a voulu se rendre quand même à un mariage à Hong Kong. Il s'est rendu à ce mariage. Il est descendu à Hong Kong à l'hôtel Métropole. À l'hôtel Métropole, il occupait une chambre au 9e étage. Et à cet étage, il a contaminé 12 personnes, notamment une fois en éternuant devant l'ascenseur, alors que plusieurs personnes attendaient cet ascenseur, dont des touristes canadiens originaires de la ville de Toronto. Et on sait ensuite que ce virus est parti à Toronto. Donc tout ça pour vous dire que ces enquêtes policières, elles finissent généralement par aboutir et on finit par
connaître l'histoire exacte de la propagation du virus de façon extraordinairement précise. Ce travail des épidémiologistes, il est montré dans le film Contagion de Steven Soderbergh, sorti en 2011, juste après la grippe H5N1, une pandémie venue de Chine qui se propage rapidement et un facteur qui complique les interrogatoires sur la chaîne de transmission, des liaisons extra-conjugales inavouables. A-t-elle dit avoir vu des gens malades, des passagers dans l'avion, dans l'aéroport ? Non, elle s'est juste plainte du décalage horaire. Cette enquête pour retrouver le patient zéro du coronavirus, elle est compliquée donc non seulement parce qu'il faut fouiller au plus profond de la vie privée, mais aussi simplement parce qu'il y a des porteurs sains. Et pourtant, certains de nos voisins européens peuvent nous donner bon espoir, Nicolas. Les Allemands, par exemple, l'ont trouvé. C'est un jeune Bavarois qui travaillait dans une entreprise dans laquelle une stagiaire chinoise est venue quelques semaines. Elle était porteuse du virus, on ne le savait pas encore. Donc ce Bavarois est le premier. Les Anglais ont identifié un homme de 50 ans, un ingénieur informatique qui était parti faire du ski en Autriche avec plusieurs amis de différentes nationalités et ils se sont contaminés les uns les autres. C'est lui donc qui l'a ramené en Angleterre. Dans d'autres pays, on ne l'a pas. Par exemple, en Italie, on a retrouvé le patient numéro 1, un cadre de la société Unilever qui a contaminé énormément de monde parce qu'il participait à un marathon, parce qu'il allait tous les soirs dans le même bistrot retrouver ses copains, parce qu'il y avait ses collègues de son entreprise, sa famille. Enfin bref, il a contaminé beaucoup de monde, mais c'est le patient numéro 1. On ne sait toujours pas comment lui l'a attrapé, donc qui est le patient 0. Et puis surtout en Chine, on cherche en Chine puisque l'épidémie vient de là-bas. On a d'abord cru identifier une vendeuse de crevettes, encore une fois, du marché aux poissons de Wuhan qui se serait contaminée, notamment en se lavant les mains dans des toilettes, puisque plusieurs autres vendeurs ont été contaminés avec leur point commun, c'est qu'ils fréquentaient tous les mêmes toilettes. Mais ça, c'était une contamination en décembre, alors que finalement, maintenant, on pense qu'il y en a eu une avant, notamment un homme qui aurait été contaminé dès le 17 novembre, qui, lui, pourrait être le patient zéro chinois. Et une fois que l'on découvre qu'on est responsable du début de la contamination d'une pandémie comme le coronavirus, c'est un poids immense sur les épaules. Dans le Grand Est, un rassemblement évangélique a été pointé du doigt. 2200 fidèles de plusieurs nationalités réunis à Mulhouse la semaine du 24 février à l'église de la Porte Ouverte. Eh bien, le pasteur, Thibaut Geyer, a présenté ses excuses pour ne pas avoir tenu compte des avertissements. Quand j'ai entendu parler du coronavirus et quand je voyais tous les médias en parler constamment, j'en ai parlé légèrement. J'ai osé parler de statistiques. Et je demande pardon. Pardon d'avoir osé parler de statistiques alors qu'on parlait de vie. Pardon d'avoir pris à la légère cette crise. J'aimerais demander pardon d'avoir regardé légèrement tous ces articles, finalement ces médias qui essayaient de nous avertir et je n'ai pas su écouter. Bien sûr, le patient zéro est toujours un patient zéro jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on retrouve un cas antérieur. Et dans le cas du sida, Nicolas, les chercheurs se sont trompés pendant des dizaines d'années. Oui, le sida, on a longtemps qualifié de patient zéro un steward canadien qui s'appelait Gaëtan Dugas, qui aurait été contaminé en 1977, qui aurait ramené le virus d'Haïti vers New York et puis de New York vers la Californie. C'était l'histoire officielle. Le terme de patient zéro a d'ailleurs même été inventé pour lui. C'était une erreur de transcription d'ailleurs. On l'avait appelé patient O comme out of California parce qu'il était le premier non californien. Enfin bref, on a confondu le O de out avec le zéro et le terme patient zéro a été inventé pour lui. Sauf que on a appris très récemment, c'est-à-dire 40 ans après, que ce steward homosexuel canadien n'était pas du tout celui qui avait fait rentrer le sida aux États-Unis. On a découvert des cas bien antérieurs et même qui remontaient aux années 60 et 70. Le virus du sida en fait est né en Afrique beaucoup plus tôt que ce qu'on a longtemps cru. Donc le premier patient zéro, eh bien, n'était pas un patient zéro. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Bourdin Direct Tous les matins à 7h50 sur RMC.